Le livre qu'on explore aujourd'hui commence par une analogie qui est absolument saisissante. Il nous transporte au 14 juillet 1789. Ce jour-là, dans son journal intime, le roi Louis XVI écrit une seule chose: aujourd'hui, rien. Évidemment, il ignore tout de la prise de la Bastille, de la révolution qui gronde. Et l'idée de l'auteur, c'est que nous serions exactement dans la même situation, totalement inconscients d'une révolution imminente qui pourrait bien tout éclipser. C'est une entrée en matière très puissante, en effet. La source, c'est La mort de la mort du docteur Laurent Alexandre. Et notre mission, c'est vraiment de décortiquer sa thèse centrale. L'idée qu'une convergence technologique est sur le point de bouleverser radicalement notre humanité. On ne parle pas juste d'amélioration, on parle de remettre en question la nature même de la vie et bien sûr de la mort. Et il faut noter, l'auteur ne se pose pas en prophète. Son but, dit-il, c'est de nous donner les clés pour comprendre la thérapie génique, les nanotechnologies, pour que le débat public puisse avoir lieu. Un débat qui semble plus qu'urgent si on en croit l'analogie. Alors, plongeons dedans. De quelle révolution parle-t-on exactement? L'auteur lui donne un nom, j'imagine. Absolument, et l'image est assez forte. Il appelle ça le géno-tsunami. C'est une vague de fond immense, dont le moteur est un acronyme qu'on va entendre de plus en plus, NBIC. NBIC. Nanotechnologie, biologie, informatique et sciences cognitives. Et le point crucial, c'est vraiment la clé de voûte de son raisonnement. Ce n'est pas chaque discipline prise séparément, Non, justement, c'est leur convergence, leur fusion. c'est-à-dire que ces domaines, qui semblaient très distincts, se mettent à travailler ensemble. C'est un peu comme si l'ingénieur en informatique, le biologiste et le neurologue se mettaient soudain à parler la même langue. C'est exactement ça. Les avancées dans un domaine nourrissent et accélèrent radicalement les autres. L'informatique permet d'analyser des quantités de données biologiques inimaginables il y a 20 ans. D'accord. Et les nanotechnologies, elles, permettent de construire des outils à l'échelle de nos cellules. Tout ça crée une synergie et surtout une accélération exponentielle. Exponentielle. Comme la fameuse loi de Moore pour les microprocesseurs, la puissance qui double tous les 18 mois. Exactement. Et c'est une dynamique que notre cerveau a beaucoup de mal à se représenter. On a tendance à penser de façon linéaire. Le livre donne un exemple spectaculaire. Le séquençage de l'ADN. Le premier génome humain complet, c'était un projet immense. Il a coûté 3 milliards de dollars, il a pris plus de 10 ans. Et dans son livre, en 2011, l'auteur prédisait que vers 2020, séquencer un génome coûterait le prix d'une paire de jeans. Et on y est, c'est ce qui s'est passé, c'est incroyable. Concrètement, ça veut dire que demain, mon médecin pourrait avoir mon génome sur son écran, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça change tout. On bascule d'une médecine de réparation. Qui attend que le problème soit là pour soigner? Exactement. On passe à une médecine prédictive, personnalisée et même régénérative. C'est ce que l'auteur appelle la technomédecine. Par exemple, avec un génome complet, un médecin ne dit plus seulement « vous avez trop de cholestérol ». Il peut dire « vu votre profil génétique, ce médicament-ci sera très efficace pour vous, avec peu d'effets secondaires, alors que cet autre serait inutile, voire dangereux ». D'accord, ça c'est pour l'adaptation des traitements, je vois. Mais le livre va beaucoup plus loin, je crois. Beaucoup plus loin. Il y a la thérapie génique. Là, on ne se contente plus de traiter les symptômes. On va corriger le bug à la source. On répare les gènes? On parle de réparer les gènes défectueux qui causent des maladies comme la mucoviscidose, par exemple. Et puis, il y a les cellules souches. Le livre les appelle les cellules de jouvence. Et l'image est juste. Ce sont ces cellules qui peuvent se transformer en n'importe quoi, c'est ça? C'est ça. En n'importe quel type de cellule de notre corps. Ce qui veut dire qu'on pourrait, en théorie, réimprimer un pancréas pour un diabétique ou régénérer des neurones pour un patient atteint d'Alzheimer. C'est exactement la promesse. On ne parle plus de gérer la maladie, mais de reconstruire ce qui a été abîmé. La convergence NBIC, c'est ça? Le titre du livre, on y revient, est quand même extrêmement provocateur. La mort de la mort. On comprend mieux comment la technologie pourrait repousser les maladies, mais la fin de la mort, comment est-ce qu'il justifie une idée pareille? En nous invitant à changer complètement de perspective. Pour nous, la mort, c'est une fatalité métaphysique, une fin inéluctable. Le livre la présente sous un jour totalement différent. Non pas comme une fatalité, mais comme une option biologique. Un outil développé par l'évolution. Attendez, la mort, un outil? C'est une vision du monde complètement mécanique, c'est presque dérangeant. Quel serait l'intérêt pour l'évolution de nous programmer pour mourir? C'est déroutant, c'est vrai, mais ça s'appuie sur la biologie. Le livre identifie 3 fonctions principales à cet outil. Premièrement,
La mort est une sculptrice du vivant. À l'échelle de notre corps, il y a un mécanisme qui s'appelle l'apoptose, le suicide cellulaire programmé. Ah oui, C'est essentiel. Pour former une main, par exemple, les cellules qui se trouvent entre les futurs doigts, elles doivent mourir. Sans ça, on serait des masses informes. c'est fascinant de penser que pour nous construire, une partie de nous doit accepter de mourir. C'est presque philosophique. Tout à fait. Deuxièmement, la mort serait le prix à payer pour la reproduction sexuée. Le fait que les individus meurent permet une succession rapide des générations. Et ça, c'est crucial pour la grande loterie génétique, le brassage des gènes. Pour permettre à l'espèce de s'adapter plus vite. Voilà. À un nouveau virus, par exemple. Et enfin, troisièmement, c'est un outil d'évolution. En mourant, les individus laissent la place à de nouveaux, qui sont peut-être porteurs de mutations plus adaptées. La mort fait le ménage, en quelque sorte. Donc, si je suis la logique jusqu'au bout, si la mort n'est qu'un programme biologique, une sorte de logiciel, alors avec les outils de la technomédecine, on pourrait le pirater, le ralentir, voire le désactiver. C'est la thèse centrale et la plus vertigineuse du livre. Si on arrive à comprendre et à maîtriser les mécanismes génétiques du vieillissement, eh bien la mort change de statut. Elle devient, selon les termes du livre, la dernière maladie. Elle ne serait plus un destin, mais un choix, ou un accident. C'est... D'ailleurs, la nature nous le montre. Les cellules cancéreuses, le bug qu'on cherche à éradiquer, elles sont biologiquement quasi immortelles. Quel paradoxe. Oui, elles ont justement réussi à désactiver ce programme de mort cellulaire. C'est un paradoxe incroyable. Le fléau qu'on combat est en fait un modèle de ce que la technomédecine cherche à attendre. Mais je comprends la logique technique, même si elle donne le tournis. Par contre, est-ce que ce n'est pas un peu réducteur? Traiter la mort comme une simple panne? Ne risque-t-on pas de perdre quelque chose d'essentiel? C'est le cœur du débat philosophique que l'auteur veut lancer. Mais sa thèse, c'est que ce débat sera probablement court-circuité. Il soutient que cette révolution est inévitable et qu'on est déjà engagé sur ce qu'il nomme un toboggan biotechnologique. Un toboggan, donc on ne saute pas dans le grand bain, on y glisse centimètre par centimètre. Sans vraiment s'en rendre compte. C'est la fameuse tactique du salami, non? On avance tranche par tranche et chaque innovation, prise isolément, semble logique, justifiable. Exactement. Et le livre décrit deux mécanismes principaux qui nous poussent sur ce toboggan. Le premier et le plus puissant, c'est la dictature de l'émotion. Une technologie qui semble transgressive, eh bien elle perd ce caractère dès qu'elle est présentée comme la solution à un drame humain, individuel et médiatisé. L'exemple du bébé médicament est frappant. On sélectionne un embryon pour sauver un frère ou une sœur malade. Oui, l'émotion court-circuite complètement le débat rationnel. Face à l'image d'un enfant qui souffre, les grands principes éthiques abstraits, ils pèsent soudainement très peu. C'est précisément ce mécanisme. Le deuxième moteur, c'est l'impératif d'égalité, qui est au cœur de nos sociétés. Comment refuser une technologie qui pourrait corriger une maladie génétique? L'argument est très puissant, c'est vrai. Mais il crée une pente glissante. Il nous pousse inévitablement de l'homme réparé Ce qui est aujourd'hui largement accepté. vers l'homme augmenté, qui est beaucoup plus débattu. Mais où s'arrête la réparation et où commence l'augmentation? La frontière est incroyablement floue. Si on peut corriger un gène qui prédispose à la myopie, c'est une réparation. Mais pourquoi ne pas l'améliorer pour avoir une vision parfaite? Et après, la vision de faucon? Vous mettez le doigt dessus. La frontière est poreuse, et c'est sur cette ambiguïté que la glissade s'opère. L'auteur nous rappelle d'ailleurs que des technologies aujourd'hui banales ont été vues comme des transgressions majeures en leur temps. La vaccination, la contraception. Même l'accouchement sans douleur. Absolument. L'acceptable d'aujourd'hui était l'inacceptable d'hier. Ce toboggan nous mène donc vers une destination. L'auteur la nomme, je crois, la post-humanité. C'est un concept qui vient des transhumanistes. Oui, le livre les décrit en détail. Leur vision, c'est que l'humanité, telle qu'on la connaît, n'est pas une fin en soi, mais une étape. Une sorte de version bêta, Une humanité version bêta. On deviendrait des logiciels à mettre à jour? en quelque sorte. L'idée, c'est que pour la première fois de l'histoire, on a les outils pour prendre en main notre propre évolution, ne plus être le jouet du hasard. C'est une image qui fait réfléchir. On voit bien comment on glisse vers cet avenir. Mais si on arrive à destination, ce monde de post-humanité, à quoi il ressemble? J'imagine que le tableau n'est pas entièrement rose. Non, en effet, les risques identifiés sont immenses et ils sont politiques, sociaux. Le livre en détaille plusieurs. Le premier, c'est la pulvérisation de l'État-providence. Le coût de ces nouvelles thérapies préventives serait astronomique.
C'est un changement de paradigme complet. Nos systèmes de santé sont déjà sous tension alors qu'ils soignent surtout les malades. Imaginez maintenant si on doit aussi payer pour les jeunes en bonne santé, pour éviter qu'ils ne tombent malades dans 40 ans. Qui paye la facture? Ce serait la porte ouverte à une médecine à plusieurs vitesses. Le deuxième risque est encore plus angoissant, il me semble. Le livre parle d'un Big Brother génétique. Oui, c'est la crainte, la tentation pour les États, mais aussi pour les assureurs, les employeurs, d'utiliser ces informations génétiques pour la surveillance, le contrôle. Là, on est en plein Minority Report, en fait. C'est un peu l'idée. Même si la science nous dit que le lien entre gènes et comportement est très complexe, la porte serait ouverte à des dérives eugénistes majeures. Et enfin, le risque peut être le plus profond, ce que l'auteur appelle la fracture génétique. C'est sans doute le plus vertigineux. Il s'agirait d'une nouvelle inégalité, bien plus radicale que les inégalités économiques. Imaginez un monde où une élite aurait accès à des technologies d'augmentation, une espérance de vie de 150 ans, des capacités cognitives améliorées. Rinsielric déçoirait à fruits tandis que le reste de la population vivrait une vie naturelle. Ce n'est plus une inégalité de revenus, c'est une divergence de l'espèce. On verrait apparaître des génoparadis, des pays avec des lois très permissives où les plus riches iraient optimiser leurs futurs enfants. Le scénario est glaçant. Alors, face à ce tableau, quelle est la conclusion du livre? Faut-il avoir peur ou au contraire foncer? Le but du livre, ce n'est pas vraiment de dire si c'est bien ou mal. C'est plutôt de tirer la sonnette d'alarme sur l'urgence d'avoir un vrai débat public, un débat éclairé. L'auteur insiste sur un point. Le plus grand danger, ce n'est pas la révolution elle-même. C'est qu'elle se produise dans notre dos, dans l'indifférence générale, sans qu'on ait collectivement réfléchi à la question fondamentale. Quelle humanité voulons-nous pour demain ? D'un tsunami technologique à une redéfinition de la mort, jusqu'à une humanité qui se prend elle-même comme un prototype à améliorer. L'exploration de ce livre nous laisse avec des questions absolument fondamentales, c'est certain. En effet. Et pour laisser matière à réflexion, le livre se termine sur un paradoxe ultime, qui concerne notre identité. Imaginons qu'on arrive à une vie quasi éternelle. Cette vie serait possible grâce à des interventions continues et profondes sur notre corps, notre cerveau. Remplacement d'organes, mais aussi, potentiellement, modification de notre mémoire. On pourrait effacer des souvenirs traumatisants, par exemple. Voilà. Et la question se pose alors, serions-nous encore la même personne après 2, 3 ou 5 siècles? Le moi de 300 ans, avec un corps en partie artificiel et une mémoire éditée, ne se reconnaîtrait même plus. La quête de la préservation de soi pourrait aboutir, ironiquement, à la dissolution de l'identité qu'on cherchait à préserver. Une pensée à méditer qui nous ramène à la question de ce qui nous définit en tant qu'humains, au-delà de notre simple machinerie biologique.